représentant un des artisans en plus qui parle espagnol, puisqu'il y avait Clouchy, Quentin Fesley, et un représentant de l'entreprise Rodier. Rodier avec 2D, pas ma famille, je vais le dire comme ça. Et par ailleurs, il y aura les rencontres des capitales mondiales de la coutellerie, et il est proposé que je fasse partie de la délégation avec le directeur du musée. Voilà ce que je pouvais dire sur cette affaire. C'est l'appel de votre part, des questions ou des interventions. Des votes contraires, des abstentions, je vous remercie. Le point suivant, il a été traité au Conseil communautaire aussi. On parle de cession de parts pour la société publique locale Gaïa, de la part de Pierre Doré-Montagne, en direction à la fois du syndicat mixte de transport urbain ternois et à la fois de la commune de Dora. En fait, lorsque nous avions créé la SPL, il y avait deux actionnaires majoritaires, enfin uniques d'ailleurs, Pierre et Pierre Doré-Montagne. Pierre Doré-Montagne avait plus de parts sociales que Pierre, puisque une des possibilités qui s'offrait à Pierre Doré-Montagne, c'était de revendre une part sociale aux communes qui voulaient bien éventuellement faire partie de ce projet. Et pour Dora, en fait, il s'agit aussi éventuellement de se provisionner pour les cantines scolaires de Dora auprès de la ferme de Lucien. Et par ailleurs, on a un lien maintenant assez ancien entre le projet Territoire zéro chômage de longue durée et le syndicat mixte des transports urbains ternois. Alors avec une offre gratuite pour l'ensemble des apprentis du territoire qui souhaitent se rendre sur un lieu d'apprentissage, donc gratuité aussi bien pour les entreprises que pour les jeunes en question, alors qu'ils soient logés au foyer des jeunes travailleurs ou sur le territoire de Pierre Doré-Montagne, un peu plus largement, puisqu'il y a aussi la partie Le Zou, Péchadoire et Saint-Vendeur. Et donc il est proposé de vendre des parts, en l'occurrence il y aurait 28 parts pour le CNTUT et une part pour la mairie de Dora. Et donc vous avez rappelé les pourcentages pour le capital, la nouvelle proposition de capital au sein de la société publique locale. Présente la ferme, je ne prendrai pas part au vote, étant président de la société publique locale. Je me suis intéressé directement, donc je ne prendrai pas part au vote. Y a-t-il des questions ou des interventions? Monsieur Barron. Une intervention triviale, mais dans l'intitulé session par SPL TDM au SMQ, on ne comprend pas trop. Il faut peut-être mettre session par SPL Gaïa de TDM au SMQ. Parce que quand on lit rapidement. En fait, les 29 actions qui sont rendues au syndicat des transports urbains de la mairie de Dora appartenaient auparavant à Pierre Doré-Montagne et à la communauté de communes. En fait, on n'a pas rajouté des parts sociales. C'est pas ça. Non, c'était dans le libellé, de la délibération. Session par SPL, on demandait la précision Gaïa, parce que c'est SPL, TDM. Voilà. Je n'avais pas vu ce point, effectivement. Voilà, c'est juste, c'est ça. Il faut être terre à terre avec Gaïa, n'est-ce pas? Ah, Gaïa, non. C'est G qui est terre à terre, mais pas Gaïa. Y a-t-il, alors, peut-être laisser Claude ou Hélène faire voter en l'occurrence. Bien, bonsoir à tous. Et bien, pour le coup, je propose au vote la délibération en question. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver comme nouvel actionnaire de la SPL Gaïa le syndicat mixte des transports urbains du bassin tiernois et la commune de Dora pour achat d'actions vendues par TDM. Là, pour le coup, c'est très précis. De prendre acte de la cession de 29 actions détenues par TDM dans le capital de la SPL Gaïa
au syndicat mixte des transports urbains Tiernois et à la commune de Dora au prix unitaire de 100 € par action. Et ainsi d'autoriser le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contraires? Je vous remercie. Merci Hélène. Alors, je vais laisser la parole à Sophie Devec pour le règlement intérieur de la fête foraine, qui est un peu un aboutissement de pratiquement 3 ans de formalisation dans l'accueil au sein de la foire aux prix en particulier. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, pour le bon déroulement des foires et des fêtes, en particulier la foire aux prés sur notre commune, nous avons besoin de statuts qui fixent les bonnes marches à suivre, comme la législation commerciale, les règles sanitaires départementales, toutes les assurances nécessaires et surtout une sécurité. La sécurité avec les contrôles techniques des manèges qu'on exige et les contrôles des extincteurs qui n'étaient pas faits jusqu'à présent. Ils peuvent s'installer, ne peuvent s'installer que ceux qui fournissent un dossier complet. Et ensuite, ils doivent fournir une attestation de branchement électrique que seul Enedis est habilité à établir. Il leur est rappelé aussi le respect des lieux, de l'eau, des horaires, des volumes sonores et les décisions du placier. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le règlement tel que présenté en annexe et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci Sophie. Alors ça a l'air d'être une tautologie d'exiger un certain nombre de documents, sauf qu'en 2020 ce n'était pas le cas. Donc petit à petit on a remis, enfin Sophie est tout particulièrement accompagnée par Sylvain sur la partie sécurité, ont remis petit à petit de l'ordre, du formalisme, un calendrier qui permette d'accueillir dans de bonnes conditions et surtout après les dernières c'était Bien, y a-t-il des interventions, des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Toujours dans la même veine, une modification des tarifs, des droits de place, des forains, et on expliquait la philosophie. Pour tenter de rendre plus attractives nos fêtes foraines, d'augmenter le nombre de métiers et surtout les plus gros et les plus récents, d'être concurrentiels face aux manifestations qui se déroulent au même moment dans la région, il est proposé au conseil municipal de réviser les droits de place de manège, participant à la foire aux prix notamment, par une tarification décroissante suivant leur emprise au sol. Je m'explique. Les grosses attractions qui attirent nos jeunes demandent plus de 24 heures de montage pour moins de 48 heures d'exploitation et plus de 24 heures de démontage. Et le droit de place a une réelle incidence sur leur venue. Aussi, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la nouvelle grille tarifaire concernant les droits de place, de fixer ces tarifs applicables au 1er septembre 2024 de façon à les mettre en pratique pour la foire aux prés et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci Sophie, merci Roberto Lerme. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Non. Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie et je laisse la parole à Claude Guillonchonneau pour la tarification de goodies, comme on dit. Cette délibération, en fait, dans le cadre de la Pamparina qui aura lieu la semaine prochaine, la ville de Thiers a décidé de mettre en place une boutique avec des objets publicitaires, des objets dérivés à l'effigie de la Pamparina 2024. Donc on a créé des affiches, des t-shirts, des stylos, des sacs, des badges, des gourdes en aluminium, des éventails, des casquettes, des chapeaux, des parapluies. On vous propose une tarification qui va de 1 € à 15 € pour les t-shirts, en passant par 10 € pour un sac, 2 € le badge, la gourde à 8 €, l'éventail à 8 €, la casquette à 10 €. Et il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la tarification des articles mis en vente pendant la Pamparina, de fixer les tarifs applicables à partir du 1er juillet 2024 et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Je vais faire une aparté concernant le festival de la Pamparina. Comme tout le monde, on a vécu l'annonce
solution il y a peu de jours au final. Et très vite, en interne, nous avons réorganisé et on se posait la question de comment maintenir cet événement. Très vite, en interne, en fait, on a pu s'organiser. Les services, c'est quand même, en termes de personnel, c'est plus de 70 personnes investies dans le cadre de la Pamparina. Et pour l'organisation d'une élection comme celle-ci, c'est près de 50 personnes. Donc vous comprenez bien la problématique pour une ville comme la nôtre d'organiser à la fois et des élections et un festival. Et nous avons donc validé la suppression du festival uniquement le dimanche avec le maintien du vendredi au samedi soir, avec une nuit qui va être très courte pour l'ensemble, pour les équipes, mais il nous semblait important quand même de maintenir l'événement. Afin de répondre, la question a été posée en commission, l'annulation de la journée du dimanche a un impact financier qui est plutôt, on va dire, correct, puisque nos partenaires ont plutôt joué le jeu, et on serait entre 20, j'aime pas bien dire ce mot-là, sur des coûts moindres, entre 25 et 30 000 euros. Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Et je laisse la parole à Claude pour un tarif sur un nouveau livre. C'est une modification de tarif pour le musée, un livre qui s'appelle Les couteaux de nos régions. Et en fait, il y a une augmentation de tarif qui est de 15,90 € à 16,90 € applicable à partir du 1er juillet. Et c'est une obligation légale que d'appliquer la hausse des éditeurs. Donc il est demandé au Conseil d'approuver la tarification de la nouvelle édition, de fixer le tarif applicable à partir du 1er juillet 2024 et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Y a-t-il des interventions, des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Toujours Claude sur une convention entre le département et le conservatoire. Alors, il s'agit d'une convention qui a été proposée par le conseil départemental pour défrayer les professeurs dans le cadre des jurys de concours au brevet d'études musicales. Et le conseil départemental nous propose le remboursement des frais, des coûts logistiques pour l'organisation de ces examens. Donc, bien entendu, nous avons accepté cette convention qui a été proposée à l'ensemble des conservatoires du département. Il est demandé d'approuver la co-organisation du BEM-MA et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci Claude. Y a-t-il des interventions, des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'un accord d'entreprise au sein de la Régie des eaux. Alors je rappelle que lorsque la commune a décidé de passer en régie publique en 2020 l'eau potable et l'assainissement, on a repris un certain nombre de contrats de droit privé à l'époque qui étaient délégataires de la commune, qui travaillent maintenant pour la commune en direct, mais toujours avec cette spécificité d'être avec des contrats de droit privé, puisqu'on n'a plus la possibilité de retourner sur une régie complète comme on a pu l'être à un moment donné. La loi de 1928 nous l'interdit. Et donc, ces contrats de droit privé doivent être régis par un accord. On a un accord de transition dans le temps intermédiaire jusqu'à maintenant, et nous devons rendre pérenne d'une certaine manière cet accord. On a eu beaucoup de retours entre des aspects très juridiques, on a beaucoup travaillé avec les avocats aussi bien de l'ensemble des salariés de la régie, salariés de droit privé de la régie, et de nos propres avocats. Pour quand même que vous compreniez la différence, c'est qu'on n'est pas avec des agents de droit public qui ont un grade, mais précisément la fonction dépend des utilités et des besoins du service, et donc on peut changer assez facilement un agent public. Il est soumis à un certain nombre d'obligations qui sont liées au statut de la fonction publique. Là, c'est le contrat de travail qui fait foi, c'est-à-dire qu'on lui demande de remplir un certain nombre de missions. Si la régie venait à évoluer et demandait d'autres types de missions, il y aurait
un accord ou pas, mais c'est par le contrat de travail que doivent pouvoir évoluer les relations contractuelles entre les agents, en l'occurrence les salariés, et la commune de Thiers avec ses contrats de droit privé. Voilà ce que je pourrais dire sur cette affaire. Alors simplement, il y a eu les salariés ont voté, parce qu'ils devaient voter sur cet accord. Il a été voté à l'unanimité, bulletin secret. On a passé cette affaire au CST et on l'a même passé au conseil d'exploitation. Et à chaque fois, nous avons recueilli l'unanimité différentes instances. Y a-t-il des questions, des interventions? Des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie et je laisse la parole à David de Rossi pour une modification sur une vente de parcelle, une vente et une acquisition de parcelle. David. Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur Dames, Le numéro de parcelle manquait. on avait déjà voté sur le principe de l'acquisition et de la vente de parcelles avec un propriétaire qui était désireux de faire l'acquisition d'une parcelle sur le terrain qui est situé avenue de Cisol et qui est propriété de la commune. Donc on a fait passer depuis la dernière fois le géomètre pour faire le bornage contradictoire. Et donc suite à cette décision, le bornage ont été réalisés et permettent l'acquisition de parcelles pour la réserve foncière pour pouvoir réaliser la future voie verte à proximité de la Durolle qui représente une surface de 2257 m². Et la cession de la parcelle, donc avenue Cisol, sur le terrain de la commune, sur la parcelle B267, qui représente 3249 m². Aussi, il convient de prendre une nouvelle délibération, étant donné que les surfaces et les montants ont évolué. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles en zone agricole le long de la Durolle pour un coût de 1 128,50 €, d'approuver la vente des parcelles en zone constructive pour un coût de 48 735 € et de prendre en charge les frais de géomètre engagés pour l'achat des parcelles le long de la Durolle et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci David. Y a-t-il une intervention sur ce sujet? Des votes contre une intervention? Oui, je constate qu'avec sagesse, vous avez mis le numéro de parcelle et ça ne permet pas la suite juridique et la vente chez les notaires. Et en l'occurrence, ce n'était pas exactement ça, mais il y avait une différence entre les bordages initiaux, c'est qu'on les avait indiqués dans l'affaire, et les bordages. Oui, mais il n'y avait pas de numéro de parcelle d'indiqué dans la délibération. Parce que ce n'était pas sur cette affaire que vous étiez là intervenu. Si, il n'y avait pas de numéro de parcelle et on ne peut pas. On n'est pas d'accord avec ça. Hein? D'ailleurs, on le voit apparaître, le numéro de parcelle, c'est normal, on ne peut pas le ressortir ici. Non, mais la première délibération, c'était pour voter le principe d'acquisition et de vente. Et là, maintenant qu'on a fait passer le géomètre, on peut vous donner tous les éléments détaillés sur la surface et le numéro de parcelle. Bien, des votes contraires, des abstentions, je vous remercie. Toujours David, avec les subventions façade. Oui, donc il s'agit de 3 nouvelles demandes de subventions façade suite à des travaux de rénovation pour des particuliers. 759,60 € qui sont demandés sur l'avenue Joseph Plossa, 922,07 € sur la rue du Goût, ça se trouve vers le village des Garniers, et 1483,50 € avenue Voltaire, sur un total de subventions s'élevant à 3165,17 €. Le montant total des subventions octroyées depuis le début de l'année s'élève aujourd'hui à 34 753,76 € et tous les dossiers présentés depuis le début de l'année peuvent prétendre à des contributions de Thiers d'Or et Montagne, et à cette date, il n'y a aucun dossier qui n'a été déposé auprès de Thiers d'Or et Montagne, M. Boucourt. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'octroi de ces subventions, de verser les subventions après vérification des travaux, ainsi que sur présentation des factures, et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci David. Y a-t-il des interventions? Donc, juste une remarque sur le fonctionnement du service urbanisme. Moi, j'ai des retours de la part de propriétaires, justement, qui ont fait des travaux ou qui envisagent de faire des travaux, sur le fait qu'ils souhaiteraient un peu plus d'aide au sens matériel, aider au montage de dossiers, un peu plus de facilitation et d'accès aux services. Et il y a des dispositifs qu'ils ignorent ou qu'ils découvrent a posteriori, après avoir déposé leur dossier, c'est trop tard, etc. Donc,
d'avoir un petit peu plus de facilitation dans l'accès aux services. Je rappelle, hein, alors c'est simplement, là pour le coup c'est plutôt une compétence qui est plus confiée à la terre dans les montagnes. Oui. On a en régie directe un certain nombre de personnes qui accompagnent sur les dossiers. Alors, il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas d'accompagnement, hein, donc on peut toujours faire mieux et il faut toujours veiller à faire mieux. Mais je rappelle que c'est aussi parce qu'on a un PG unifié, un OPA RU, un OPA multisite que l'on a un accompagnement plutôt qualitatif par rapport à beaucoup d'autres territoires. Donc, faisons mieux, mais n'oublions pas non plus que par rapport à d'autres territoires, on est quand même bien accompagné. Oui, non mais les remarques sont sur les conseils, la réponse, c'est sur les formes quoi. Donc qu'il y ait un peu plus de réactivité dans les réponses apportées. On fait la réactivité avec le nombre de postes que l'on a. On ne fait pas de la réactivité de manière abstraite. Si je peux me permettre juste une petite nuance, hein, je pense qu'on est très accompagnateur au service urbanisme pour des projets qui sont en cours d'élaboration. Par contre, c'est toujours beaucoup plus compliqué quand il y a une régularisation ou des travaux qui sont faits sans autorisation. Là, c'est sûr que quand on tombe sur le fait accompli, on n'est pas vraiment dans un accompagnement proactif. Par contre, on conseille tout le monde, et si vous connaissez des gens qui souhaitent faire des travaux, de contacter le service urbanisme pour qu'on les accompagne du mieux qu'on puisse. Je pense que l'accompagnement, et je tiens à remercier les agents du service urbanisme parce que c'est un travail que je juge quand même plutôt qualitatif, comparativement, comme l'a dit monsieur le maire, à d'autres territoires où il n'y a aucun accompagnement. Eric Bocco. Oui, moi, d'une part appuyer ce que vient de dire Annie Cheval-Dolny, donc je ne mets pas en cause la qualité des personnels. On a mutualisé ce service à service commun avec le TDF. Moi, j'ai les mêmes retours d'un service quand même qui est très très chargé. Et alors, vous l'avez dit vous-même, puisqu'on doit faire appel à des cabinets extérieurs pour des modifications mineures de PNU, parce que le service n'est pas en état de le faire. Mais ce qui est important surtout, c'est le contact avec les porteurs de projets. Et à propos des 3 projets, là, bon, c'est bien, mais vous dites qu'ils n'ont pas sollicité l'aide complémentaire de TDF. Alors, est-ce qu'ils ont été informés de cela? Est-ce qu'ils savent qu'ils doivent déposer le dossier en même temps, je suppose? Enfin, comment se fait-il, hein? Alors, je ne saurais pas vous répondre directement en fait sur comment on communique sur les aides de tiers d'oreille montagne, puisqu'il s'agit du service de tiers d'oreille montagne qui attribue ces aides dans le cas du. C'est le même. Non, c'est pas le même. Il y a des aides de la ville de Thiers, il y a des aides de tiers d'oreille montagne. Oui, mais le service est le même, il est commun. Alors, le service est le même, mais je rappelle qu'on n'est pas du tout sur le même accompagnement, puisque ici on est avec des critères de ressources qui n'est pas exactement les mêmes qu'à Terre de la Montagne. Et donc vous pouvez effectivement bénéficier de subventions à Ville de Thiers et ne pas bénéficier de subventions liées aux critères ANA côté Terre de la Montagne. Ça suppose qu'on les. Enfin, on reproduit là, les mêmes choses qu'on reproche à l'organisation en tuyau d'or de l'État ou de la région, où tel bureau fait son boulot et sans s'occuper de l'aide de l'autre à côté. C'est pas exactement, enfin, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est pas exactement ce qui se passe sur la ville de Thiers. Il se trouve qu'en plus les services sont mitoyens, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de passage d'information d'un service à l'autre, c'est pas vrai. Alors comment se fait-il que pour les 3 projets, l'aide de TDF ne soit pas mobilisée? En fait, c'est ce que je vous ai dit, c'est que je ne connais pas ce dossier en particulier, mais s'ils sont avec des critères d'ANA où ils sont des revenus de ressources qui est supérieur aux critères de l'ANA, il faut mobiliser les aides de tiers de la montagne. Et je ne peux pas me répondre sur ce dossier, j'en sais rien. Les propriétaires, en fait, ne sont pas éligibles aux aides de tiers aux mêmes critères que ceux de tiers d'oreille montagne. Ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs à atteindre. Par contre, quand ils font la demande des aides de la ville de Thiers, on les conseille, qu'ils sont également éligibles aux aides de tiers d'oreille montagne. Donc là, les dossiers en cours, ils ont reçu ce courrier, c'est en cours d'instruction, ils vont certainement faire la demande. Ah, d'accord, ok. Bien, y a-t-il des votes contraires?
Des abstentions, je vous remercie. Point suivant, il s'agit de la taxe locale de la publicité extérieure. Il s'agit de faire évoluer les taux en regard de la loi de finances, le montant de l'inflation qui nous est permis, 4,8%. Et donc vous avez les nouveaux taux qui sont prévus pour l'année 2025. Il y avait une question, me semble-t-il, qui était remontée, c'était le produit. La capacité de recours, Le produit, ça représentait en termes de produit, d'argent, voilà. on est sur 79 000 euros pour la bibliothèque. Vos avances et désirs. Non, mais c'était une demande pour savoir ce que ça représentait comme produit pour la ville. Mais on a eu le retour dans la note complémentaire. Hein. Très bien. Très bien. Ça fonctionne bien. Ah ouais. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie et je laisse la parole à Pierre Conti pour des demandes de subventions auprès de la DRAC, auprès du Conseil régional, Auvergne-Rhône-Alpes et auprès du Conseil départemental pour les travaux des ports mondiales. Pierre Conti. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on connaît déjà cette affaire, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Cette fois-ci, c'est plutôt pour aller chercher de l'argent là où on n'a pas été précédemment. Donc, comme vous le savez, pour conserver ce bâtiment emblématique de notre passé industriel, il a fallu procéder à imaginer des travaux, notamment sa mise hors d'air et hors d'eau. Dans un premier temps, la ville a fait appel au mécénat privé, à la fondation de Michelin, via la fondation du patrimoine. Aujourd'hui, étant donné que les forges mondiales sont inscrites au monument historique, elles sont éligibles à des aides, notamment de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, ainsi que le conseil régional et le conseil départemental. Donc, le montant estimatif total de l'opération est de 773 582 euros hors taxe, soit 928 298,40 euros TTC. Concernant les travaux, le montant estimatif s'élève hors imprévu à 636 350 euros hors taxe, soit 763 620 euros TTC. Le montant hors taxe retenu pour la maîtrise d'œuvre après déduction des dépenses engagées est de 26 735,20 euros hors taxe, soit 32 082,24 euros TTC. La dépense éligible sur laquelle se calculeront les subventions est donc de 663 085,20 euros hors taxe. L'aide de l'État pour ce type de travaux peut aller au maximum jusqu'à 25% du montant hors taxe, soit 165 771,30 euros. L'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes est plafonnée à 60 000 euros au maximum. L'aide du conseil départemental du Puy-de-Dôme s'élève au maximum à 12% de la dépense éligible hors taxe, soit 79 570,22 euros. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter l'aide de l'État via la DRAC, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et du conseil départemental du Puy-de-Dôme pour un montant cumulé de 305 341,52 euros, soit un peu moins de 40% du coût hors taxe total de l'opération. Donc je rappelle qu'en total de financement public, on a un peu moins de 40% de subventions qui sont à solliciter, et sur les financements privés, donc qui sont déjà reçus, on est à environ 36%, donc via la Fondation Michelin, ce qui nous fait un autofinancement à un peu moins de 25%. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la sollicitation d'une subvention auprès de l'État via la DRAC, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et du conseil départemental du Puy-de-Dôme, ainsi que d'autoriser le maire à signer tout document soit contraint à la présente décision. Merci Pierre. Y a-t-il des interventions sur cette affaire? Monsieur Beaucourt. Oui, on peut être d'accord pour solliciter. Que se passe-t-il si une part importante des subventions, qui sont de l'ordre de 40%, n'est pas obtenue? On est plutôt confiant par rapport à ce qu'on devrait obtenir. Sur l'enveloppe régionale, il y a un petit doute. Sur les autres, on est relativement confiant. Ouais, le principal doute, c'est la région, mais ce n'est pas la principale subvention. Non, enfin, vous voyez, le plan de financement est quand même. On parle, elle est de 25%
de fonds d'autofinancement sur une opération de ce type, même une très belle opération, 75% d'accompagnement sur une opération de ce type, c'est rarement vu. Alors c'est vrai que, comme l'a dit Pierre, c'est aussi parce que c'est un bâtiment qui est classé, et du coup, ça nous permet d'aller chercher des subventions sur d'autres bâtiments. Si on avait des plans de financement à 75% sur l'ensemble de nos opérations, on serait extrêmement heureux. Bon, c'est au conditionnel hein, pour l'instant, mais sous quel délai vous espérez les réponses On n'est pas en train de parler de délai extrêmement long, on est sur les délais, on attend des réponses dans les 3 mois qui viennent. D'accord. Ce que vous nous aviez expliqué l'an dernier, qu'il était urgent de mettre hors d'eau, en principe même avant l'hiver dernier, donc ça serait bien que ça puisse être réalisé avant l'hiver prochain. Alors on passe, il y a normalement alors les remises d'offres des entreprises fixées au 7 juillet, donc j'espère qu'on pourra avoir des réponses relativement rapides. On pourra lancer dans la foulée. Oui, alors je vais profiter de cette délibération pour élargir nos interrogations sur de nombreux dossiers ou projets, plus exactement. La région a été sollicitée régulièrement. On apprend que soit elle s'est désengagée complètement, soit les subventions attendues sont beaucoup plus faibles que celles espérées. Donc on aimerait avoir, si c'est possible, un récapitulatif un peu de ce qui avait été demandé et ce qui a été accordé, parce qu'on a vraiment l'impression que l'intervention de la région se réduit un peu comme peau de chagrin. Alors, peut-être que pour le coup, il faut attendre vendredi, parce que vendredi, en commission permanente de la région, il y a les dossiers de subvention qui concernent la ville de Thiers qui devraient passer. Donc, faut jamais désespérer. Non, il ne faut pas désespérer, mais bon, pour celles qui ont été accordées, je crois que lors de la dernière commission culture, voilà une annonce qui a été faite et Une subvention, elle est notifiée. Voilà, notifiée, mais voilà, elle représente 40% de ce qui était attendu au départ, donc ça fait quand même des écarts extrêmement importants et des charges plus lourdes. Justement, on verrait peut-être, je ne sais pas les montants, on ne sait pas encore, mais on devrait être retenu dans la commission permanente. Croisons les doigts. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Baron? Oui, pour notre groupe, quand on n'avait pas voté l'opération du son coût, hein, même s'il peut y avoir un intérêt à garder cette capsule temporelle, on sera donc cohérent et on ne votera pas les demandes. Il y a du coup des votes contraires, 3. Des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Point suivant. Prendre en compte à la fois 2 avenants qu'on a déjà vus et un 3e avenant. Alors, l'avenant numéro 2, je commence par le numéro 2 parce que c'est dans cet ordre-là. Numéro 3, pardon, était à 16 485 €. L'avenant numéro 1 à 6 731 € et l'avenant numéro 2 qu'on verra en fin de parcours est à 8 684 €. Simplement vous dire que par rapport au budget initial, on était sur une enveloppe de travaux de 1,7 million. Donc à ce stade, l'augmentation est de 1,82% et au vu de ce qu'on sait, on devrait être autour de 3% sur la totalité de l'opération, ce qui est pas mal. On voit bien que tous les dossiers sont à peu près au même niveau. Oui. Je remercie le directeur général des services techniques de donner beaucoup de mal pour contenir les dépassements sur ces marchés. Y a-t-il des interventions? Des votes contraires? Vous êtes KO aujourd'hui? Pardon? Il y a des abstentions. D'habitude, vous parlez plus, alors je suis surpris. Abstention.
Abstention. Alors, ça fait... Alors, il y a des pouvoirs. 5, Alors, le point suivant, il s'agit d'une modification par rapport à l'affaire que nous avions traitée le 14 mai, la codification des règles d'attribution de cadeaux. On en avait oublié un certain nombre. On propose de rajouter, donc c'est des cadeaux à l'occasion des mariages avec 2 entrées gratuites au musée de la coutellerie, 2 places gratuites au cinéma, et à l'occasion des baptêmes civils avec un livre d'une valeur de 15 €. Voilà, il y a aussi un bon d'achat pour les restaurants pour le personnel de la mairie qui part en retraite d'un montant de 60 € unité pour 3 à 10 personnes. Y a-t-il des interventions, des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, on entame. Non, c'est la partie. On entame une série de décisions modificatives. La première concerne le budget principal. Alors, avec 2 parties, il y a eu une confusion sur des inscriptions de sommes en fonctionnement et en investissement pour l'éclairage public, donc pour un montant de 155 520 €, donc on rétablit les choses. Et il y a, je me tourne vers Claude Bouillon-Chenot, une avance remboursable du CNC par rapport au cinéma de 15 546 € qui se transforme en subvention. Donc on peut remercier la CNC d'accompagner le cinéma qui est. Y a-t-il des interventions? Oui, nous n'ayant pas voté le budget principal, on ne votera pas cette décision. Proposition 3, abstention. Décision modificative sur le budget assainissement. Alors, c'est pas l'affaire du siècle, hein, c'est un montant de 1 516 €. Et il s'agit de couvrir des créances éteintes avec des reprises de provisions pour risque. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sur le budget SIC, il y a aussi à couvrir des créances éteintes pour un montant de 1 000 € et on les prend sur les provisions pour risque. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Décision modificative sur le budget OPA. Alors, on aura l'occasion d'y revenir juste après. Vous savez que c'est un budget annexe qui est amené à disparaître, puisque nous ne portons plus la compétence d'opération programmée d'aménagement de l'habitat. Et il s'agit de de rajouter un oubli sur l'amortissement de la totalité des immobilisations. On reviendra sur comment on va non plus amortir sur 5 ans, mais on va terminer d'amortir sur cette année. En fait, il faut provisionner un peu plus pour un montant de 995,18 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, il s'agit du budget d'Axe Péril. Et là, il s'agit d'une erreur d'imputation sur une refacturation pour un montant de 1 038,87 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, il s'agit justement des durées d'amortissement des immobilisations sur le budget OPA porté pour clore ce budget. Donc vous voyez qu'il y a des choses sur 5 ans. Les durées initiales peuvent être de 15 ans avec des choses qui ont démarré en 2022-2023. Donc les nouvelles durées sont proposées, 3 ans, 4 ans, etc. Et du coup, le montant d'amortissement qui est réduit sur une seule année, l'année 2024. Et donc un montant total de 39 535,18 €. Y a-t-il des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Admission de créances extinctes sur le budget principal. La commission de surendettement nous déplore un montant de 27,10 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions?
je vous remercie. Sur la partie eau et assainissement, alors, Oui, on a 6 dossiers dans les deux cas. Pareil, soit c'est commission sur endettement, bref, un montant de 585,43 € pour 6 dossiers sur le budget eau potable, et on verra la même chose sur le budget assainissement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Admission de créances éteintes, donc sur le budget assainissement, même chose, mais pour un montant de 416,25 €. C'est les deux factures pour les mêmes dossiers. J'ai vu ton fils Des récemment. oppositions, des abstentions, je vous oui, ils remercie. sont souvent ensemble. Il y a une modification de régie d'avance des services administratifs. Alors en fait, il s'agit de pouvoir utiliser une carte de crédit pour payer les frais de déplacement, de formation, de colloque ou les mandats spéciaux des agents élus et collaborateurs occasionnels. Entre autres, le voyage en Argentine, c'est beaucoup moins cher de payer sur Internet que de payer auprès d'une agence. Et donc, on a créé cette régie pour pouvoir mettre en œuvre plus facilement ces voyages qui sont assez réduits, mais qui nécessitent d'être pris en compte. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Pardon. Point suivant, il s'agit d'un marché dans le cadre d'un groupement de commandes d'entretien avec Pierre dans les montagnes sur du matériel informatique et des logiciels, principalement des logiciels d'ailleurs pour ce qui concerne les bibliothèques, pour un montant, alors avec l'entreprise Mediacom System Distribution, pour un montant maxi annuel de 35 000 € pour la bibliothèque et la même chose pour la communauté de communes de Pierre dans les montagnes. Y a-t-il des prises de parole, des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, alors, il s'agit d'une autorisation pour le marché de denrées alimentaires. Alors, en fait, on a un marché qui a été conclu en 2022 et qui vient à terme le 31 août 2024. La publication des pièces est en cours. Vous savez qu'on a eu une personne qui s'occupait du marché qui est tombée enceinte. On a le temps de, du coup, Tombée enceinte, tombée. Sur certaines pièces. Il y a une remise des offres simplement en août. C'est pas très élégant. 2024. C'est pas élégant. La CAO se réunira dans la foulée. Par contre, on n'aura pas, sauf si vous êtes fervent pour revenir en août, on ne va pas convoquer un conseil municipal simplement pour une affaire en plein mois d'août. Et donc, je vais proposer que je signe le marché dans la foulée de la CAO. Le montant prévisionnel, c'est un montant prévisionnel, est de 280 000 € hors taxe. C'est un marché qui sera renouvelable 3 fois. 248 000. 248 000, oui, vous avez raison. J'ai changé de merci. Merci. Y a-t-il des interventions, des oppositions, des abstentions? Merci pour la confiance. Marché de travaux pour la réhabilitation du centre d'art contemporain. Alors, c'est l'avenant numéro 2, on en a déjà parlé pour un montant de 8 684 €. Et il s'agit en fait d'un escalier intérieur et de sortie pour une sortie PMR. Y a-t-il des interventions et vote contraire du coup? Annie Chevalier, vote contraire? Non, c'est Abstention. aparté, excusez-moi, monsieur le maire. Non, j'insiste, vous n'avez pas voté cette affaire avant. Ouais. Le centre d'art, on a toujours voté le centre d'art, Oui, monsieur le nous, maire. on s'abstient. Abstention. Voilà. C'est l'autre groupe. C'est l'autre groupe. Non, non. Nous, on a toujours soutenu l'opération. Voilà. Alors, abstention, pas d'opposition. Je vous remercie.
Mise à jour du tableau des emplois. Alors, en fait, vous avez un certain nombre de créations, 9 créations et 14 suppressions. En fait, en termes de création nette, il y a que 2 créations réelles. Après, c'est plutôt des quotités. Il y a le responsable du nouveau pôle entretien. Et du coup, en cascade, les autres qui se créent à la suite, et un technicien ERP. Il y a 3 suppressions réelles sur espace, sur la police municipale et sur un poste de départ en retraite. Donc il y a à ce stade un poste en moins, ça veut dire qu'on restera là. Vraiment, on nettoie le tableau en temps et en heure. Y a-t-il sur ce point l'intervention avec Cheval de Mont? Oui, nous nous abstiendrons sur cette question et en avance aussi par rapport à la dernière question qui s'est rajoutée à l'ordre du jour. Nous souhaiterions qu'il y ait une commission ressources humaines qui nous permette de travailler et de réfléchir et de participer à la politique globale de la commune sur le personnel. Voilà, c'est dans un cadre global. Je sais, je siège au CST, mais ce n'est pas... C'est la commission qui est chargée. Oui, non, mais là, c'est... Oui, mais c'est... Avec des représentants, Mais deux oppositions. on souhaite une commission municipale. Comme il peut y avoir... Comme il peut y avoir... Non, mais une commission... Comme il peut y avoir affaires scolaires, affaires culturelles, etc. Donc voilà, pour qu'il y ait une discussion globale entre élus. Oui, mais je ne comprends pas bien en fait pourquoi on multiplierait les lieux où on retrouve. Alors on va retrouver les mêmes, c'est-à-dire en l'occurrence toi-même, Eric Beaucourt, on peut bien représenter ce qui a été représenté en CST, et pour le coup, le CST sert à ça. Précisément à présenter et à prendre le temps, en plus avec un débat avec les représentants du personnel, qui permet aussi d'avoir un débat à contraster par rapport à ce qu'on a besoin. En plus, le CST a une valeur juridique qui est plus forte que nous aussi. Mais c'est une question de... Il y a 3 abstentions, et y a-t-il des votes contraires? Pas de vote contraire. Merci. Le point suivant, alors, il s'agit du régime indemnitaire. On avait fait passer cette affaire. On a été retoqué sur un point que nous avions laissé, mais qui est manifestement non réglementaire. Il s'agit de la reprise de dispositions pour les congés longue durée et longue maladie. En fait, on diminuait progressivement l'IFSE. Et en fait, cette partie est illégale, il doit être suspendu complètement. Alors, ça a un impact assez modéré, puisqu'en fait, quand on est en congé longue maladie ou en congé, ce genre de congé, en fait, c'est a posteriori qu'on recalcule. Donc, ça a été versé pendant la première partie, et il y a toute une partie de rattrapage à la hausse. Donc, ça sera un peu la partie indolore par rapport aux agents de la commune de Cléon. Y a-t-il sur ce point l'intervention? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, il reste deux points qui ont été rajoutés. Il y a une note complémentaire sur la création de postes non permanents pour un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. En fait, on ne passait pas en conseil municipal jusqu'à maintenant. En fait, il y a un retournement de jurisprudence et nous a demandé, et le Trésor public nous a demandé de bien lister les postes qui sont prévus pour ne serait-ce que l'ouverture du musée, les postes de saisonniers pendant l'ouverture du musée. Et donc, on a repris ce que l'on avait mis les années précédentes, plus 3 pour la gestion du camping. Ça sera le moyen aussi de pouvoir ouvrir le camping lillois. Y a-t-il sur ce point l'intervention à l'échelle? Oui, sur cette donc, création de postes non permanents, on croirait qu'il n'y avait qu'un poste dans le titre, mais enfin bon, la conclusion étant 55 postes d'emploi non permanents, donc des petits S seraient pas mal dans l'intitulé de la délibération. Plus sérieusement, nous on souhaiterait que cette délibération soit scindée en deux. C'est-à-dire que nous
nous sommes tout à fait favorables à la création de ces postes non permanents pour tout ce qui concerne le tourisme et on espère que les recrutements, effectivement, pour le fonctionnement d'Iloa, pour la saison d'Iloa et pour le camping sont en bonne voie ou au moins terminés. Donc pour là, nous n'avons pas de souci. Par contre, vous annoncez des créations de postes d'emploi non permanents sur des fonctions comment dirais-je, de services qui pérennes pour la ville, dans des services comme les écoles, les services techniques, etc. Là, je reviens sur ma proposition de tout à l'heure, ça aurait mérité une discussion en commission. Je rappelle, les emplois de ce type, en fait, c'est quand on met des ASM, on ne sait pas exactement le nombre d'élèves que l'on va avoir en rentrée. Donc on a nos postes à nous, et dans un premier temps, on crée des contrats, simplement pour pouvoir, en fait, d'une manière un peu aléatoire, on crée au moment où il y a les classes qui se créent. Mais là, ce sont tous des emplois, comment dirais-je, contractuels de la fonction publique, certes, mais des emplois à temps limité. Pour l'année 2024, ces emplois, pourquoi ils ne rentrent, enfin, dans quel cadre ils peuvent rentrer dans des fonctionnements normaux de la commune? Parce que vous justifiez par l'accroissement temporaire, mais l'accroissement temporaire, c'est pas pour masquer des besoins permanents? Parce que c'est dans des compétences. Sur les ASM, voilà. bien malin, oui, non, mais les chiffres en amont. Hein. Pour nous, ce besoin temporaire, c'est ce qu'on ne peut pas prévoir en fait. Oui, mais alors actuellement, il y en a combien d'emplois temporaires de ce type que vous allez créer? On a fortement diminué la temporalité depuis 2020. Je rappelle ce point, hein, on a réussi, ne serait-ce que sur la partie ASM, accompagnement de tout le service jeunesse, on a diminué assez fortement à la fois la temporalité, on avait des emplois quand même à 15%. Hein, donc on a rebasculé sur des emplois beaucoup plus solides en termes d'heures, en termes aussi d'accompagnement pour les équipes. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on a pu porter depuis les Mais là, on est encore en train, avec le travail qui est fait sur le service d'entretien, de revoir ne serait-ce que les quotidiens d'heures pour atteindre le plus possible les souhaits des personnes, qui est plutôt de l'ordre de 90, 95, voire 100% dans un certain nombre de cas. On a quand même fortement amélioré ce genre de choses dans les 3 dernières années. Non, mais nous, on aimerait savoir quelle réflexion globale vous menez justement pour justifier cet accroissement temporaire d'activité, dans quel domaine Je rappelle, c'est exactement comme les créations de postes. C'est pas parce qu'il y a une création de postes qu'on va pourvoir les postes, c'est qu'on les crée précisément au cas où, si on a 2 nouvelles classes qui se créent, ça serait assez exceptionnel, mais pourquoi pas sur la bibliothèque, il faudrait les accompagner avec des ASM. Sauf que maintenant, on nous demande d'avoir une délibération qui le permet. Oui, mais alors, si vous vous basez sur, pour arriver aux 55 emplois non permanents, vous vous basez sur quoi? Alors, on se base à peu près sur des choses de l'an dernier. On a fait une côte mal taillée, enfin, comme on fait d'habitude. On revient sur notre précédente remarque d'un souhait d'une commission, d'une discussion à laquelle c'est parce qu'on aura une commission qu'on est capable de vous donner d'autres chiffres. Est-ce que toi, tu es capable de nous dire ce qui va se passer dans 6 mois? Non, mais de savoir, d'avoir une photographie, quels sont les services qui sont déficitaires, quels sont les services qui sont en tension, et quel est le... C'est pas une question de déficitaire, c'est déficitaire dans un cas donné. D'ailleurs, s'il y a création, besoin à un moment donné, alors le musée c'est un peu à part parce qu'on sait à peu près le nombre de personnes que l'on prend chaque année. Pour le reste, alors Camping Guilloire, pour le coup, on est à peu près sûr de nous là-dessus. C'était pas quelque chose qu'on avait l'an dernier puisqu'il y avait une délégation de service public
On a 3 pour l'ouverture de la baignade au plan d'eau d'Iloa, donc ça c'est certain. Par contre, le reste, la fonction ADSEM, pour l'instant, c'est pas. Et dans les autres services, parce que, bon, je répète, nous ne contestons pas les emplois purement saisonniers liés à l'activité d'Iloa, du musée, etc. Ça, on le comprend et c'est récurrent chaque année, mais c'est le reste qui est important. Alors, quel est cet accroissement d'activité pour l'année 2024 ? Renfort dans les écoles, ok, il y a une explication. Dans les services bâtiments, à la maison des sports, au conservatoire et au musée, enfin, c'est... Voilà. Il manque d'explication. Je vais te répondre sur la partie culturelle. Le musée, en fait, vous avez inscrit 13. Ouais, Alors, 13. le mot gestion n'est pas forcément bien adapté, c'est plutôt pour le fonctionnement Oui. du musée. Souvent, on prend les gosses, soit d'employés, soit des gamins qui sont sur le secteur. Mais c'est pas cela. Et certains sont là pour une période d'1 mois, d'autres 2 mois. On a une concentration d'activités sur le musée qui est de mi-juin à mi-septembre, avec des pics sur juillet et août. C'est plus de 60% de la fréquentation du musée. Donc là, c'est plutôt bien parce qu'on va faire travailler des mômes pour des jobs étudiants. Sur la partie conservatoire, tout ce que je peux te dire, c'est que le gros des animations du conservatoire ont été mis en place au mois de juin. Et effectivement, il y avait besoin de rapport sur tous les événements qui ont lieu sur le mois de juin, les actions que le conservatoire a mis en place. Donc, on est amené sur des périodes bien précises de renforcer aussi les équipes. Donc, sur la partie culturelle, je te dirais qu'on est plutôt sur des périodes courtes où on va mettre en place, on va demander à des jeunes de participer. On l'a sur la Camparina, on a appelé des équipes de la ville de Thiers à se mobiliser sur un tel événement, mais par moment, voilà, on fait appel à je vais retourner moi sur la partie culturelle. Oui, mais il y a ils sont cités services bâtiments, maisons des sports, etc. Il s'agit du nettoyage et une personne qui a un arrêt maladie et donc qui a besoin de remplacer pendant la période de son arrêt maladie. Il a répondu. Les 31, oui, ça fait... Oui, non, simplement une petite précision pour connaître un petit peu ce type de choses. Il me semble qu'effectivement, avant, la collectivité pouvait prendre des contractuels comme elle le souhaitait et qu'elle ne le peut plus. Mais moi, j'ai une question pour Madame Chardonnay, pour Annie, parce que je n'ai pas complètement compris sa demande de commission. Ou alors je l'ai compris, moi, en ce sens que tu demandes de la cogestion sur les ressources humaines. Pas du tout. Un peu Non, mais... entre la majorité et l'opposition. C'est un peu ça. Ah, mais Alors j'ai pas compris. on nous fait souvent le reproche d'être uniquement dans l'opposition. Nous, on aimerait bien, dans certaines commissions, pouvoir participer et faire finalement plus de la construction, de la co-construction, mais c'est tout, hein. Moi j'appellerais ça la cogestion. Bien. Oui, vas-y. Oui. Moi, bon, je pense que la demande d'Annie, elle était très claire. Quand même, j'ai l'impression qu'il a été répondu à côté. Toute la première partie, que ce soit musée, camping, plan d'eau, Iloa, renfort, service eau, assainissement, renfort dans les écoles, pas de souci. Mais donc ça, c'est 24 postes que vous nous proposez, on les vote. Mais c'est les 31 qui suivent, où il n'y a là autant pour la première partie, il y a une information qui est... Eh bien, oui, mais c'est pour... Alors, comment je ne sais pas vous baser pour dire 31, par exemple. Donc, je suppose qu'il y a des besoins qui ont été définis. Or, il n'y a aucune explication là-dessus. Évidemment, alors, quand on Voilà. sur place, et qu'on a été informé par les trésors publics que maintenant on ne pouvait plus faire ce qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il y avait un problème. Donc, j'ai demandé à Pierre de faire une croûte mal taillée et de pouvoir au moins ne pas être prisonnier. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on a fait une opération, il y a quelqu'un qui est en arrêt maladie au sein du service ménage, il n'est pas remplacé.
Il y a des choses aussi où on a besoin d'un peu de latitude pour pouvoir mettre en œuvre simplement une gestion intelligente au sein de la collectivité territoriale. Alors j'entends bien, on aurait pu le faire, on a fait au dernier moment. C'est très opaque. Que ce soit parfait. Je suis pas en train de dire ça. Simplement, on a fait au mieux par rapport aux exigences. On a découvert ça. Oui, c'est pour ça qu'on souhaiterait que cette délibération soit scindée en deux parties. Eh bien non, on voterait non aux deux parties. Bien. Vous avez une intervention sur quoi? Juste, bon, je ne sais pas s'il faut créer une commission ad hoc, mais j'entends ce que dit Annie, parce que le CST n'est pas fait pour ça. C'est devant la représentation du personnel, notre parole est quand même contrôlée. On ne peut pas mettre en difficulté le maire dans la représentation du personnel. Il y a certaines questions qui sont forcément censurées, vous le savez bien. Surtout qu'il y a cette année quand même des réorientations, des décisions difficiles à prendre. Donc on sent qu'on joue le jeu. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, j'ai bien compris qu'il y a des besoins temporaires, mais on a reçu ça par mail sécurisé au dernier moment. On n'a pas pu en parler en réunion préparatoire avec M. Blaise, d'où notre perplexité, quoi. Je crois que nos doutes viennent surtout de là. On comprend bien que pour la période estivale, il faut plus de monde, bien sûr. Voilà. Pour le reste, on comprend moins bien aussi. Voilà, je crois que honnêtement, c'est surtout ça qui se pose problème. Les autres années, est-ce qu'on avait un tel volume? C'est ce que j'ai expliqué. Les autres années, on faisait en fonction des besoins sans en référer à notre délibération. Donc, je vous ai demandé justement avec un entendement plus la jurisprudence de quelque chose il y a 2 ans, c'est que le secrétaire public est très à cheval sur des délibérations. Donc, on l'a pris au dernier moment parce qu'on a été averti au dernier moment. J'entends bien qu'on aurait pu faire les choses dans de meilleures conditions. Si on n'avait pas dû faire les choses au dernier moment, on aurait pu présenter effectivement les choses à l'opposition sur la délibération. Moi, je l'entends, mais ma question était de savoir si le volume était identique les autres années. On n'est pas sur quelque chose comme ça. Du coup, des votes contraires, 3. Des abstentions, pas d'abstention. Je vous remercie et je laisse la parole à Claire Jolivet pour une proposition de vœu. Je reviens sur le vœu. Alors d'abord, je voulais vous demander de bien vouloir corriger par vous-même une erreur que j'ai commise, c'est-à-dire que dans l'intitulé vœu du groupe solidaire écologique, c'est des groupes gauche solidaire écologique, ça c'est quand même un oubli un peu embêtant. Voilà. Oui, donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis des mois, voire des années maintenant, les agents de la plateforme industrielle du courrier de Lens, il y a des mouvements sociaux réguliers parce que une annonce a été faite en 2015 ou 2016, je ne sais plus, annonçant la disparition d'un nombre extrêmement important de plateformes de tri du courrier, avec un regroupement dans des capitales régionales et un éloignement de services de la population et surtout, des difficultés. On sait que plus on s'éloigne et plus le service en pâtit. Donc je vais me permettre de vous le lire rapidement. Donc ça a été annoncé assez récemment. Donc ça c'est la fermeture, cette fois, même si depuis déjà de nombreuses années les agents alertaient, se mobilisaient, interpellaient les pouvoirs publics. Voilà, la décision de fermeture de la plateforme de Landes est prise, comme 12 autres en France. C'est-à-dire qu'on supprime quasiment la moitié des plateformes de tri. Excusez-moi, mais j'agrandis un peu mon texte parce que sinon je vais être comme ça. Voilà. Il y a quelques semaines, M. Moulin, chef de projet Contremont de la direction exécutive Aura de la Poste, informait le député André Chassaigne de la mise en place d'un nouveau schéma industriel et logistique de l'activité courrier-colis
visant à transformer la PIC de Langres en plateforme multiflux et à supprimer les plateformes courrier périphériques. Aujourd'hui, 242 agents et 50 intérimaires. Alors pardon, pour revenir à plateforme multiflux, ça, en gros, ça va être un centre de tri. Qu'est-ce qu'on met dans le camion qui part à Bordeaux, qu'est-ce qu'on met dans le camion qui va partir à Lyon et qu'est-ce qu'on met dans le camion, mais le tri ne se fera plus sur place. Donc 242 agents et 50 intérimaires travaillent encore à la PIC de Langres pour trier les courriers des départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Corrèze et de la Creuse. Ces agents assurent la distribution du courrier et de la presse aux particuliers, également aux administrations, collectivités locales, et assurent un service postal de proximité aux entreprises. Il permet d'ailleurs de favoriser et de maintenir l'emploi industriel et, pas seulement industriel, l'emploi de la... sur notre région. On sait que si la distribution du courrier, si l'acheminement du courrier est externalisé assez loin de chez nous, ça ne simplifie pas les circuits et puis le maintien d'activité dans notre région. Les industriels ou les entreprises sont en général enclins à localiser leur activité près des services publics. Demain, la réorganisation présentée enverra le courrier de l'Allier du Puy-de-Dôme à Lyon, celle du Cantal et de la Haute-Loire à Montpellier et celle de la Corrèze et de la Creuse à Bordeaux. Comment parler de modernisation quand une lettre postée à Aurillac est destinée à Aurillac, sera triée à Montpellier, une lettre de Thiers postée, une lettre postée à Thiers pour Thiers sera triée à Lyon et celle de Brive pour Brive à Bordeaux. Ce projet aura des répercussions sociales, écologiques et économiques néfastes, tout en fragilisant le service postal, qui est un rouage déterminant dans le quotidien des Auvergnats, qui refusent d'être des citoyens de seconde zone. On a vu jusqu'à la régionalisation ou la grande région créée en termes d'attractivité pour notre région. Donc 242 emplois directs et 50 intérimaires sont menacés par le calendrier de ce projet, avec des conséquences environnementales. C'est aussi tous les jours des camions supplémentaires sur nos routes. La multiplication des actions de traitement et de manutention, parce qu'on va quand même trier une partie du courrier pour l'envoyer sur ces 3 énormes plateformes, mais pas complètement. Donc la multiplication des actions de traitement et de manutention hors du département, et donc des intervenants routiers, seront désastreuses. Cette mutualisation présentée comme rationnelle va provoquer un éloignement et un éparpillement du traitement du courrier. Au potentiel risque d'erreur de tri et d'incidents d'acheminement s'ajoutera la pollution due au transport. Derrière cette désorganisation se cache une volonté de faire des économies sur le dos des salariés, sur le sens et l'efficacité de leur travail et sur le service public rendu aux usagers et aux entreprises. Considérant le danger pour plusieurs centaines d'emplois et du économique local, pour la qualité du service et pour l'environnement, le groupe Gauche solidaire et écologiste, et j'espère le conseil municipal, qu'on pourrait remplacer par le conseil municipal de Thiers, exprimer sa désapprobation concernant ce vaste projet de réorganisation, appelle la direction de la Poste à privilégier en priorité la réponse aux besoins et la prise en compte des revendications des personnels. Donc, vous avez dû lire dans la montagne qu'ils sont en grève là, actuellement. J'ai relevé un peu les mouvements sociaux. Le premier mouvement social concernant ce risque d'externalisation, c'est le 12 décembre 2013. Donc ça fait plus de 10 ans qu'ils se battent avec peu d'aide et peu d'écho et de la presse et surtout des services publics. Ils étaient encore en grève en avril 2023, en décembre 2023, début de l'année, en janvier 2024, et de nouveau maintenant, suite à l'annonce qui a été faite par le grand chef. Donc nous appelons la direction de la Poste à privilégier en priorité la réponse aux besoins et la prise en compte des revendications des personnels, non seulement premiers concernés, mais aussi et surtout
experts de leur mission, et donc ce sont certainement eux qui sont à même de proposer des moyens pour améliorer ce service public. Voilà, donc nous souhaiterions Que ça devienne le que vœu de ce l'Assemblée. vœu présenté par notre groupe devienne le vœu de notre Assemblée ici à Thiers. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Merci beaucoup. Oui, nous voterons ce vœu. Bon, on n'a pas forcément compris toutes les incidences, enfin, ces prétendues rationalisations nous inquiètent. Hein. Donc, nous sommes solidaires. Très bien. Du coup, y a-t-il des votes contraires, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Ah, merci. Nous vous remercions. Merci, Je ouais, pense c'est que bien. Les agents aussi seront Ouais. informés de Ouais. la prise de position du Conseil. L'unanimité, ouais, très bien. Je vous le transmets. Il y a transmets. un conseil municipal qui devrait On avancer. le transmet. Par l'intermédiaire du sénateur. Oui, qui est annoncé le 17 septembre à Moi, j'avais deux 19h en salle Tournillac. Y a-t-il des questions à l'Assemblée? Oui, j'ai deux petites questions. Une récurrente sur la date de réunion de la commission sur le schéma directeur immobilier. Mais justement, on en parlait avec Roberto Benzi, donc il sera prévu, pour donner notre information, il sera prévu en début septembre et en même temps, juste avant, il vous sera proposé une visite du chantier du centre d'art contemporain. Et j'ai lu avec attention, parce que je lis avec attention, le magazine municipal, où j'ai vu que le parvis de la nouvelle médiathèque sera baptisé du nom de Robert Badinter. On délibère quand? Alors, la date exacte, on ne l'a pas en tête, mais on va le faire très rapidement. Et puis, je pense qu'il se trouve que dans les temps présents, ça a un sens encore plus affirmé. Donc, on le fera avec. On a la date? On le fera. C'est la délibération de même, on en a déjà parlé. Hein, donc, la délibération, c'est simplement la partie juridique, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler au sein de cette instance. De manière. J'ai pas cru comprendre qu'il y avait un débat sur ce point. Non, non, mais justement, c'est pour officialiser. Les choses, j'entends bien. Voilà. J'imagine qu'on le fera dans le prochain conseil municipal. Ok. Il y a Philippe qui veut. Oui, Merci beaucoup. non, il y a Philippe qui veut. Oui, juste pas tout à fait de détail, mais le Jacquemart, c'est tantôt le bonhomme qui est en panne, tantôt c'est l'eau. Je veux simplement savoir quand est-ce qu'on remet l'eau, il me semble que la période de jet est terminée. Alors, pour le Jacquemart, on a un petit contrat d'entretien avec l'entreprise Jacques Bosky, qui s'occupe de son entretien et qui a participé à sa fabrication en départ. C'est effectivement un équipement un peu fragile. Je crois que pour la remise en eau, il faut qu'il fasse une petite intervention dans le contrôle qu'il y a derrière, parce qu'il y a un petit dysfonctionnement. Mais on essaiera de voir avec Roberto et l'entreprise Jacques Bosky pour la remettre en eau le plus rapidement possible, avant le prochain arrêté de sécheresse. Voilà, non mais parce que je pense à la déception réelle des gens. Hein. Ils viennent voir le Jacquemart, ce que je pensais à Goldorak, et bon, quand ils voient que ça ne marche pas, ils nous interpellent. Enfin, c'est pas bien pour l'image, et puis c'est récurrent. Quoi. Bon, je sais bien qu'il y a ce contrat, mais bon, j'espère qu'on arrivera à mieux anticiper l'avenir. Alors, si c'est récurrent, c'est peut-être une façon. Hein. Sans doute, probablement, je ne sais pas. On change tout. Monsieur Baron. Notre groupe souhaiterait que le conseil municipal honore la mémoire de Camille Joubert. Cette année, c'est les 80 ans de la mort de Camille Joubert. C'était le médecin des pauvres, il a fait la guerre de 14, il a été médaillé. Et à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale. Pour les gens pauvres, il ne s'est pas payé. Il a donc participé au début des mutuelles à Thiers. Il faut voir que l'époque était compliquée. Avant-guerre, les ligues d'extrême droite étaient de plus en plus fortes. Pour exemple, on mettait une faucille sur sa porte.
Il a été élu en 1935 avec le plus de voix sur la liste d'Antonin Chastel. Et évidemment, on sait que cette municipalité a été interrompue par la suite. Donc, vint une époque trouble où l'on promit au peuple français que tout était de la faute des étrangers, des juifs, où il fallait remettre de l'ordre et où il fallait s'entendre avec un empire conquérant et guerrier venant de l'Est. Le peuple français, les électeurs ont alors faibli moralement. Un gouvernement d'extrême droite fut élu en France par le peuple français. Ce fut le déshonneur du pays. Le conseil municipal fut dissous par Pétain en 1940. Camille Joubert fut emprisonné. Sa fille et son fils furent envoyés en déportation. Camille Joubert mourut de faim suite à sa détention et au mauvais traitement. Il s'évadait avec la résistance juste avant de mourir et on a été obligé de l'enterrer à l'époque sous un faux nom. Camille Joubert est mort pour la France. La tête haute, quand bien d'autres avaient l'esprit faible ou se sont compromis. En avril 1946, la municipalité de Thiers a organisé des obsèques officielles pour Camille Joubert. Donc, grâce à des gens comme Camille Joubert, on peut aujourd'hui voter en France. L'évocation de sa vie éclairera et inspirera chaque citoyen qui fera son devoir électoral en ces temps à nouveau troublés. Il faut se souvenir que l'avenue du maréchal Pétain fut débaptisée et donnée rue Camille Joubert. Alors, Victor Gagnère, on avait précédé cet appel puisqu'il y a une exposition au sein des archives où est mise en avant Camille Joubert, entre autres, pour les 80 ans de la libération de Thiers. On va fêter les 80 ans de la libération de Thiers en août. Je souhaiterais que notre circonscription puisse faire honneur au message qui a été celui du peuple thiernois qui s'est libéré par les armes. Et je précise que Camille Joubert ainsi que d'autres résistants ont été évoqués lors de la commémoration de l'appel du 18 juin par les élèves du collège de la classe défense et sécurité globale avec présentation de photos. Oui, j'ai bien vu les différents rappels à la résistance. Mais le conseil municipal de Thiers en 1946 a particulièrement honoré cet homme, qui a été victime de toutes les saloperies. Le commissaire de police de Thiers a pillé son appartement. Il faut voir comment se sont passées les choses. Et donc, en résonance avec 1946, c'est ce qu'ont fait les conseils municipaux avant nous, je pensais proposer qu'on l'honore à nouveau. Sans forcément qu'il y ait une célébration, et qu'on ait une pensée pour lui. On verra comment on honore la mémoire de Camille Joubert. C'est Isabelle Fourgon qui est très impliquée sur ces démarches, faire une proposition ce sens. Y a-t-il d'autres questions, M. Beaucourt? Il y a d'autres questions à l'Assemblée. Je suspends le conseil municipal. Y a-t-il une question dans le public? Je laisse la parole à Roland Lavigne. Bonjour.